Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche, ce soir, le professeur Mamoudou Amadiko, secrétaire exécutif de la NAFA, la nouvelle alliance du FASO. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Monsieur Dago. Et merci de répondre à notre invitation. Professeur, vous êtes titulaire d'un doctorat PhD en biotechnologie, technologie alimentaire et nutrition obtenu en 2005 en Hollande, d'un doctorat de spécialité en biochimie et enzymologie obtenu en 1999 à l'université de Ouagadougou, ici même, enseignant-chercheur, auteur de plusieurs dizaines de publications dans des revues internationales. Et quand on remonte plus loin, on voit que tout cela a commencé en 90, année d'obtention de votre baccalauréat, série D, au lycée Philippe Senda Kaboré. Professeur, on va s'arrêter un peu à ce niveau pour faire un peu d'histoire. Est-ce le signe que vous aviez le jeune Amadiko avec plus d'aptitude dans les matières scientifiques? Ouais, merci. Effectivement, j'ai eu la chance de naître dans une famille de pharmaciens. Mon père est le premier à créer donc un dépôt pharmaceutique à Dori en 1976. Et depuis cette époque, je contribuais à la vente et je lisais les notices, donc je me familiarisais déjà aux molécules. Et donc, du coup, j'avais vraiment une orientation vers les sciences biomédicales ou bien vers les sciences biologiques. Et du coup, j'ai vraiment aimé... Les lettres ne vous ont jamais tenté? Non, ça ne m'a pas tenté, honnêtement. Et les statistiques montrent que la plupart des fils de paysans qui ont une orientation scientifique vont vers les matières scientifiques, en général, parce que la science est un peu plus universelle. Les lettres, généralement, la majorité des cas au niveau mondial, je vais dire, la littérature, la philosophie, c'est vraiment dans les milieux, quand tu es dans les milieux intellectuels où tu lis beaucoup de romans et tu as une orientation philosophique et autres. Mais si vous remarquez, les meilleurs étudiants en sciences, la plupart du temps au niveau mondial, je parle au niveau mondial, hein, c'est des gens issus généralement des familles modestes. Et donc, et comme c'est universel, bon, on leur donne la même chance. Parce que si tu quittes Dori ou tu quittes, comme on appelle, Ouagadougou, tu vous retrouvez à l'ISP, c'est les mêmes sciences. Donc, tu as la chance d'exceller. Bon, en tout cas, de contribuer, parce que la science est un peu plus universelle. En tout cas, en 90, vous obtenez votre baccalauréat série D, comme je l'ai dit. Et là, vous vous retrouvez à l'université dans la filière chimie-biologie, biologie-géologie. Aujourd'hui, je crois que c'est SVT. Oui. Est-ce que c'était un choix ou est-ce que c'était le hasard? C'était un choix. En toute honnêteté, j'avais voulu faire la pharmacie et j'avais postulé pour une bourse belge à l'époque et ça n'a pas marché. Et donc, à l'époque, le Burkina envoyait les étudiants en Belgique pour faire la pharmacie. Et ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai échangé avec un de mes aînés, Lendou Cham, paix à son âme. Il m'a dit, bon, c'est mieux de prendre une filière telle que CBPG et penser à des nouvelles branches telles que la biochimie. Et c'est ainsi que moi, j'avais la prétention d'aller à l'IMP, ainsi de maths physique. Et après, ces différents conseils là, j'ai dit, bon, je vais aller en CBPG. Donc finalement, c'était un choix par défaut. Vous auriez aimé faire comme votre père? Oui, mais Dieu merci, j'ai eu le Benjamin de la famille qui est docteur en pharmacie. Donc, voilà. Donc, les choses ont été établies. Voilà, ça a été établi. En tout cas, on voit que voilà, vous vous plaisiez à CBPG. La preuve, c'est que vous avez un parcours brillant. En 92, la licence ensuite, la maîtrise, le diplôme d'études approfondies en 96. Et voilà un parcours toujours en tant que major de promotion. Alors, quel a été le secret de ce parcours exceptionnel? Bon, le conseil que je peux donner aux étudiants qui nous suivent, c'est vraiment la lecture. Il faut rentrer dans les bibliothèques. Il ne faut pas se limiter à l'enseignement donné par le professeur. Et je me rappelle qu'en première, deuxième année, on nous appelait déjà des chercheurs parce qu'on nous voyait des gros livres qui étaient même en anglais. I was already very good in English, so I liked it. Et j'encourage les étudiants, et je le dis toujours en amphi, il faut vraiment lire. Le savoir, là, se trouve dans les livres. Le professeur qui vous donne un cours, il fait juste une synthèse. Une synthèse de beaucoup, ce qu'on appelle les notes de cours. Et plus vous avancez à l'université, plus vous-même vous devez avoir une certaine autonomie. À partir donc des objectifs du cours, vous formez vous-même. Et si bien que souvent le professeur
quand il vient, il sent qu'il y a eu des étudiants qui ont préparé. Il est à l'aise. Voilà. Surtout quand vous avancez au niveau master, il ne faut pas dire non, on va venir vous donner un cours, vous limitez simplement à ce que l'enseignant a donné. En ce moment, vous ne pourrez pas faire la recherche. Il faut bonifier les Oui, cours. il faut vraiment. Et puis actuellement, les étudiants ont la chance d'avoir beaucoup de savoir sur Internet. Il y a des portails des universités, il y a Wikipédia qui donne quand même quelques informations, même si ce n'est pas curaté. Mais il y a beaucoup d'universités américaines qui donnent des cours online et qui sont gratuits. Donc il suffit d'être un peu bon en anglais et s'intéresser à l'anglais. Et vous pouvez lire. Donc le secret c'était donc voilà ces recherches en tout cas parallèles aux cours que vous receviez. Mais est-ce que vous aviez pour objectif d'être major ou est-ce que c'était quelque chose qui arrivait comme ça? Est-ce que c'était un défi que vous vous étiez fixé? Oui, bon, c'est comme je dis, à l'université, c'est pas un milieu. L'humilité et la sobriété sont des qualités humaines. Hein. Mais à l'université, il faut te dire qu'il faut que tu sois devant pour pouvoir réussir. Si tu restes derrière, tu te dis non, bon, tu te contentes de juste passer, ça sera difficile d'évoluer. Et nous, on se rappelle à l'époque qu'il y avait une concurrence positive. Qui va être dominé, qui va être devant, parce que les bourses, c'était à compte-gouttes. Donc, surtout au niveau 2A, voilà, par filière, on donnait 1 ou 2 bourses. Donc, il fallait vraiment bosser et c'était bien. Parce que les professeurs même étaient contents. Je me rappelle qu'en licence, on a fait du 100%. En maîtrise, nous avons fait également du 100%. Ça veut dire que vraiment, les gens travaillaient. Et plus tu avances, normalement, quand tu vas aux études approfondies, plus tu dois être passionné par ce que tu fais. Comme je dis, par le biais des lectures, les ouvrages, bon, j'aimais rentrer dans le site des Nobel Prize, hein, pour voir les prix Nobel, voilà comment ils ont fait. Et j'ai eu la chance d'aller à Stockholm, où j'ai eu l'opportunité de visiter la maison même de Nobel, qui est devenue un musée actuellement. Et tout ça, ça encourage en sciences, parce que j'avais bénéficié durant mon parcours, la bourse de la Fondation internationale pour la science. Et quand tu gagnes cette bourse, bon, il te permet de voyager. Et puis bon, en tout cas, pour que tu découvrir. Voilà, pour que tu t'acquaintes, pour que tu te familiarises et que tu aimes la science. Parce que quand tu côtoies les prix Nobel, ou bien tu côtoies des gens, membres du Nobel Prize, c'est-à-dire membres du jury, les membres du jury, tels que Hans Rosling, quand tu discutes avec ces gens en sciences, bon, tu as envie vraiment d'être comme eux, même si ce n'est pas évident dans notre environnement. Alors, depuis 2001, professeur Diko, enseignant-chercheur permanent à l'université de Ouagadougou, ce qui fait pratiquement 20 ans. Si on ajoute les années d'études, vous êtes peut-être à une trentaine d'années déjà à l'université. Alors, quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de l'évolution de l'université de Ouagadougou? Bon, l'université de Ouagadougou fait partie quand même, sur le plan scientométrique, l'une des premières universités francophones en termes de production scientifique, en termes de qualité des enseignants, également en termes de compétences au niveau des produits universitaires. Mais il faut reconnaître que nous avons des soucis parce que les infrastructures n'ont pas évolué, n'ont pas très évolué, surtout dans les matières scientifiques. Parce qu'en sciences expérimentales, on a besoin de faire des travaux pratiques. On ne peut pas seulement se limiter aux théories. Et même en théorie, il y a des choses qu'on aurait dû faire, notamment des simulations. On n'est pas encore là, alors qu'il y a des expériences qu'on pouvait faire par simulation. Donc actuellement, notre principal problème, en tout cas au niveau des sciences expérimentales, c'est vraiment le manque d'infrastructures au niveau pratique pour les étudiants et au niveau de la recherche. La recherche est laissée à elle-même. J'ai toujours dit, tout le monde le sait, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Nos universités n'ont pas un budget pour la recherche. Donc, ce que nous avons, c'est souvent des projets, des appels à projets que nous compétissons, pour lesquels nous compétissons, qui sont très difficiles. Et même là, vous êtes pratiquement laissé à vous-même. Financé par des partenaires. Partenaires en fonction des orientations de la recherche qu'ils veulent. Parce que c'est eux qui mettent les sous. S'ils s'intéressent au HIV, au sida, tu dois travailler sur le sida si tu veux avoir. S'ils s'intéressent, je ne sais pas, à un domaine de changement climatique, bon, ou bien en astrophysique, s'ils sont ici, bon, si tu veux en tout cas avoir ces fonds, tu dois orienter tes idées de recherche vers ça. Donc c'est les fonds qui orientent en ce moment la recherche. Oui. Plutôt que... il y a deux choses qui orientent la recherche. Il y a deux choses. Soit nous-mêmes, souvent nous avons des idées par rapport à la valorisation des produits locaux. Nous orientons des thèmes de recherche. C'est le cas par exemple dans notre laboratoire.
Et il y a les cas aussi où il y a des appels à projets thématiques, où on dit, bon, c'est tel thème. Donc c'est déjà ficelé. Si vous ne cadrez pas avec ça, vous ne pouvez pas postuler. Donc ce qui fait que, bon, c'est difficile pour nous, hein, dans nos domaines, de rester sur un seul domaine, c'est une seule spécialité, parce que vous risquez d'être bloqué. On est obligé d'être un peu pluridisciplinaire, un peu, pas très pointu, parce que... Mais parlons de la qualité même de la formation aujourd'hui à l'université. La qualité, c'est comme je dis, les effectifs n'ont pas évolué, et quand nous sommes rentrés dans le LMD, on est plus allé dans la théorie que dans la pratique. Je peux dire qu'on a mis la charrue avant les bœufs, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure telle que la connexion Internet. Jusqu'à présent, on n'en a pas à l'université. C'est quelques labos qui se débrouillent avec le financement extérieur pour avoir des connexions ou bien payer avec les réseaux. Il n'y a pas assez de vidéoprojecteurs, et on n'a pas aussi développé, anticipé pour faire les cours en ligne, hein, alors qu'actuellement, dans le contexte actuel, vous voyez que ça allait servir. Et on a été aussi très théorique parce que on a pris un programme et les semestres sont devenus des années. Parce que dans le LMD, normalement, on devait gagner en temps. Puisque avec le LMD, le volume d'heures présentielles là est réduit. Donc, au lieu d'un crédit qui faisait 20 heures de cours théoriques, l'étudiant prend 8 heures et l'enseignant fait 12 heures. Actuellement, on a tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire que compte tenu de l'évolution des techniques de l'information et de la communication, on a tendance à réduire le volume présentiel de l'enseignant à 8 heures et l'étudiant doit faire un travail personnel au niveau du crédit de 12 heures. Parce qu'en principe, théoriquement, je dis, c'est pas évident. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas parce que beaucoup d'étudiants, moi, à la fin des cours, souvent, je fais une évaluation et je demande de manière anonyme qui a la connexion Internet. Vous allez trouver que 60% vous diront qu'ils n'ont pas de connexion Internet. En ce moment, j'ai ces évaluations personnelles. En ce moment, ça pose un problème. Parce que le travail personnel de 12 heures là, ils ne font pas pratiquement ça, sauf en TD. Donc, il y a un problème. Alors, le travail personnel, c'est pour le cours. C'est-à-dire ce que l'enseignant n'a pas pu donner au niveau du cours, vous devez faire la recherche bibliographique sur Internet et puis compléter. Et ça vous forme même déjà en tant que chercheur parce que vous apprenez à chercher le savoir. Autant de défis donc qui se posent aujourd'hui. Voilà. Il y a aussi le problème de chevauchement. Oui, tout ça c'est lié. Les étudiants passent 4 années ou 5, voilà, pour 6 ans. La licence. J'ai des étudiants en licence qui alors qu'ils n'ont pas été... oui, j'ai des étudiants en licence qui n'ont pas... Voilà, j'ai des étudiants en licence qui n'ont pas redoublé et qui sont à l'université pour la 6e année. Ça, vraiment, c'est déplorable. Il faut qu'on trouve des solutions pour ça. Et je pense qu'actuellement, avec la formation à distance, et je vais dire avec les nouvelles approches liées au Covid, il y a beaucoup de logiciels qui ont été développés. Et on doit être à mesure de donner son cours à la maison et l'étudiant va suivre. Mais encore, il faut qu'il ait la connexion Internet. Et ensuite, les évaluations, les étudiants aussi doivent faire des efforts. Moi, je pense que les gens doivent réfléchir par rapport aux sessions. Et en tout cas, moi, je suis plus favorable pour qu'on fasse 2 sessions. Même en notre temps, au 2A, l'équivalent actuellement de master, il n'y a pas 2 sessions. Donc vous êtes favorable à ce qu'on fasse juste une session? Une session quitte à racheter les étudiants. Il faut faire une session, on ne peut pas. Parce que vous finissez un examen, on évalue. Après, ça, vous devez faire de nouveaux sujets. Ça prend combien de temps? La deuxième composition encore, il faut corriger ça. Ça peut traîner 4 mois, 6 mois. Souvent, tu as oublié même de donner une matière. Et après, on t'appelle pour te dire, non, bon, il faut déposer un sujet. Non, les années, parce que les semestres sont devenus des années. Et donc, il faut mais est-ce que les enseignants n'ont pas également une part de responsabilité? On a vu les étudiants dénoncer souvent l'attitude de certains enseignants qui viennent, qui font des évaluations et qui 4 mois après, par exemple, n'ont même pas encore corrigé les devoirs. Est-ce qu'à ce niveau également, ce n'est pas un problème, la part de responsabilité des enseignants? Je reconnais qu'il y a une responsabilité au niveau des enseignants. Et ça, je reconnais. C'est-à-dire que il y a des enseignants, effectivement, qui sont trop extramuros. Et il y a des enseignants, pratiquement, qui ne sont pas présents à l'université. Ils ne viennent que donner les cours, donc ils n'échangent pas aussi. Mais ça, tout ça dépend du management dans nos institutions universitaires. Parce qu'ailleurs, même si vous vous absentez, en tout cas, l'administration doit être au courant. Donc tout dépend du management. Mais je dis que souvent, ce n'est pas aussi la faute des enseignants parce que il y a 2 sessions, il y a toujours 2 sessions. Tu fais une session, tu as fini de corriger, tu as donné, on a délibéré. Après, on programme encore une autre session. Bon, entre les 2 programmations, là, ça peut prendre 2 ou 3 mois.
Et après, moi je pense qu'on doit réfléchir. En tout cas, moi si j'ai une proposition à faire au niveau, même si ça ne va pas prendre l'assentiment de tout le monde, je pense qu'il faut revenir à ce qu'on faisait avant. Au niveau master, 2A là, c'est une seule évaluation. Les autres années là, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est faire une seule évaluation et puis racheter les étudiants, ou les permettre de passer et puis ils vont prendre quelques crédits. Et en ce jour, qui n'avaient pas pu valider. Moi, c'est ma solution. Ok, 2008-2011, vous êtes directeur général du CENO, le Centre national des œuvres universitaires. Le CENO qui cristallise très souvent le courroux des étudiants. L'impression générale, professeur, que nous avons, c'est que les œuvres universitaires sont en déphasage, sont toujours dépassées par les besoins des étudiants. Oui, ça c'est vrai, parce que même quand je dirigeais le CENO, j'avais sous ma coupe au niveau social environ 73 000 étudiants, pour environ 27 000 plats par jour qu'on faisait. Donc vous voyez que c'était en dessous en tout cas des capacités. Actuellement, nous sommes autour de 130 000 étudiants au minimum. Et les universités, c'est vrai qu'on a créé des nouvelles universités, mais les œuvres universitaires ne suivent pas assez parce que on crée l'université d'abord avant de penser aux œuvres universitaires. Est-ce que ça, c'est pas un problème? Est-ce que c'est pas un manque de vision? Bon, vous savez, dans le pays, vraiment, ce n'est pas facile. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais on a l'impression qu'il n'y a pas un schéma bien ficelé au niveau de l'enseignement supérieur. Je pense qu'il faut qu'on le fasse parce que l'idée de créer des nouvelles universités dans les régions, elle n'est pas mauvaise, mais il faut qu'il y ait des infrastructures. Et moi, je pense que les conseils régionaux doivent s'approprier de plus en plus des œuvres universitaires, à travers les infrastructures de logement, à travers la restauration. C'est ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, je parle de ce que je connais, où j'ai fait mon PhD à Wageningen, c'est la mairie qui gère les cités universitaires. La restauration également est privatisée. Et là, les enseignants mangent au restaurant universitaire avec les étudiants. Pour vous, la formule actuelle n'est pas tenable? Non. Moi, je pense qu'il faut, tout ce qui est social là, il faut vraiment restituer ça aux collectivités. Autrement dit, on peut pas. Actuellement, c'est l'État qui gère, qui subventionne les Oui, plats. et puis bon, même le ministère, ça fait trop. Vous devez gérer l'aspect académique, vous devez en même temps gérer l'aspect social. Vous devez gérer le transport, c'est difficile. Donc, je pense qu'on doit évoluer vers la restitution des œuvres sociales là, au niveau des collectivités territoriales et même au niveau des services sanitaires également, au niveau des services de santé. Il faut restituer ça au district sanitaire pour la gestion, au lieu que ce soit le CENO. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Et le CENO doit mettre l'accent actuellement dans l'avenir au niveau de la culture, au niveau du théâtre, au niveau des jeux, hein, le sport, voilà, la visibilité, voilà, la formation de tout ce qui est para-académique, quoi. Donc ça, en ce moment, ailleurs, les troupes théâtrales, quand on partait dans une université, vous voyez, les meilleurs, au niveau sportif aussi, les meilleurs clubs se trouvent dans les universités. Voilà. Moi, je pense que vous avez été plusieurs fois séquestré en tant que directeur général. Alors, quelle est l'expérience que vous tirez de cela? Vous avez, par exemple, supprimé les desserts quand vous étiez directeur général de CENO. Est-ce que, avec le recul... Bon, j'ai supprimé effectivement, mais j'ai été compris parce que moi-même, je suis nutritionniste. Je suis chimiste nutritionniste. Et j'ai expliqué que ça nous coûtait 600 millions par an. Et lorsque j'ai expliqué ça... De servir les desserts aux étudiants. J'ai expliqué ça à l'ANEB à l'époque, et puis les associations d'étudiants, le MEFA, etc. J'ai dit, bon, est-ce que chez nous à la maison, on a obligatoirement les desserts? Et ensuite, ça nous coûte au minimum 100 francs. Et souvent, ce n'est qu'une orange qu'on te sert ou bien un sachet de lait mourdi. Et nous payons 100 francs par étudiant et par jour. Non, 2 fois par jour, même 200 francs. Donc, et au total, ça nous faisait 600 millions, alors qu'on avait des arriérés de paiement. Il dit, bon, ces 600 millions-là peuvent non seulement servir à payer les arriérés au niveau de la restauration, mais aussi à augmenter le nombre de plats. Et là, vraiment, j'ai été compris, heureusement. Parce que là, lorsque j'ai argumenté devant les associations, personne n'a eu un mot à dire. J'ai dit, moi-même, je suis un travailleur, mais je peux vous dire que je n'ai pas chaque jour le dessert à la maison. Voilà, ça ne fait pas... C'est un luxe pour les étudiants. Voilà. Bon, c'est pas que c'est un luxe, il y a les moyens. Il faut le faire, mais souvent, moi, je pense qu'il faut être pragmatique aussi, en expliquant. Et souvent, il y a aussi un problème d'hygiène qui était là, parce que souvent,
les bananes, les mangues, autres, les mouji qu'on servait. Et on a fait des analyses microbiologiques et physico-chimiques. On a vu qu'il y avait beaucoup à dire quoi, en matière d'hygiène. Parce que ce n'est pas des trucs qui sont, c'est pas des repas qui sont chauffés. Et donc, il y avait une exposition aussi. Donc, on ne voulait pas courir le risque. En tout cas, à ce niveau, j'ai été compris. Et Dieu merci, je n'ai pas eu de problème. Maintenant, les séquestrations, ça, on vit ça toujours quand j'ai suivi récemment la DG, la nouvelle directrice générale, et puis bon, les directeurs régionaux qui sont séquestrés. Mais il faut éviter les séquestrations parce que ce n'est pas... Il faut discuter. Moi, je pense ce n'est pas une bonne méthode. Non, ce n'est pas une bonne méthode parce que vous séquestrez une personne, comme les étudiants aussi le faisaient, même au niveau des universités aussi, on séquestrait les directeurs, on les empêche de descendre. Bon, ça, c'est des choses qu'on doit bannir et il faut respecter aussi la vie privée des gens. Voilà. Vous pouvez même demander, je ne sais pas, déposer vos plaintes ou bien demander le départ de quelqu'un, ça c'est autre chose. Tout ça, séquestrer. Oui, séquestrer, ça c'est pas bien, c'est même pénal. Professeur Ahmad Dicko, vous êtes également connu pour votre engagement politique, membre du Congrès pour la démocratie et le progrès. En 2010, vous êtes directeur de campagne du candidat Blaise Compaoré à la présidentielle pour le compte de la province du Sénat, député à l'Assemblée nationale en 2012 sous la bannière toujours du Congrès pour la démocratie et le progrès, un mandat écourté par l'insurrection. Comment vous avez vécu cet épisode de 30-31 octobre 2014? Bon, c'était pas facile parce que nous autres, on connaissait notre position en interne. Et au niveau des députés à l'Assemblée, j'avais pris la parole en plénière pour dire que, de mon point de vue, je suis contre la révision de l'article 37. Parce que j'ai eu la chance quand même d'échanger avec beaucoup de gens dans le milieu universitaire et on voyait les choses venir. En tout cas, ce n'était pas facile parce que la fronde en interne n'est pas facile. Et donner son point de vue n'est pas évident. Mais l'histoire nous a donné raison et je pense que nous avons tous tiré les leçons de ça. Et je taquinais mon parent à plaisanterie Boyessan pour lui dire quand on était à la gendarmerie que vous voyez ce qu'on disait. Et je me réjouis d'ailleurs aujourd'hui qu'il rejoigne l'hémicycle. Et ça sera vraiment un bon exemple aussi de démocratie parce qu'il a vécu tout ça et je pense qu'il va apporter beaucoup de conseils au niveau de l'Assemblée pour l'amélioration en tout cas de la démocratie au Burkina. Est-ce qu'avec le recul, vous pensez que vous auriez dû peut-être avoir le courage de votre front à cette époque-là? Non, bon, vous savez, c'est plus difficile de donner sa position en interne, c'est notre rôle. Parce qu'une fois que vous avez donné votre position en interne, c'est ça qui est important. Voilà, on a donné notre position, il y en a qui nous ont écoutés, d'autres ne nous ont pas écoutés. Mais c'était le plus important. Maintenant, c'est le passé. Tout simplement, tout ce que j'avais déploré, c'est quand même l'exclusion qu'on a vécu nous autres pour les législatives de 2015. Mais bon, c'est pas grave aussi. L'homme propose, Dieu dispose. Et c'est le meilleur, certainement, si Dieu le veut, reste à venir. Donc, mais il faut qu'on tire des leçons du passé. Et pour que des grandes questions... Est-ce que vous assumez le passif? Non, je peux... Quel passif? Quand je dis passif, parce que bon, à l'interne, vous avez exprimé vos points de vue, oui. Mais le processus de modification de l'article 37 s'est poursuivi. Et bien sûr, collectivement, à l'époque, c'est en interne que vous avez mené la fronde, mais à l'extérieur, ça ne se voyait pas. Non, ça se voyait parce que j'ai accordé quand même une interview à un journaliste, Namis Medrago, qui est actuellement à la MACA. J'ai accordé aussi une interview à un autre collègue. Et donc, bon, je crois qu'à l'époque, il avait brossé ça un peu dans l'observateur. Maintenant, c'est tout ce que je pouvais faire, c'est donner mon point de vue. Mais que ça soit extériorisé ou pas, mais je m'assume et je peux vous dire également qu'à l'époque, j'ai enregistré ce que j'avais dit. Et donc, j'avais pris le soin de donner mon point de vue. Et je l'avais enregistré devant tout le monde. Donc, vous voyez venir? Oui, et j'ai la copie de l'enregistrement quand j'ai échangé également, et j'ai ça. Mais bon, ça, c'est le passé. Ce qui est important là, c'est qu'actuellement on va vers la réconciliation. Il faut qu'on se mette les mains dans la main pour construire le pays. Et puis se tolérer, c'est ça qui est important. Le reste, ça relève du passé. Voilà, parce que ça ne nous apporte rien de revenir sur le passé, quoi. 31 janvier 2015, vous quittez donc le CDP pour fonder avec d'autres camarades, bien sûr, la nouvelle alliance du Faso-Nafa. À l'époque, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez quitté
le CDP? Bon, je l'ai mentionné également dans ma lettre de démission au niveau du parti, du CDP, qui est là d'ailleurs, ma lettre est toujours là, ils ont une copie. J'ai évoqué le fait de ne pas être écouté en interne et que à l'époque, c'était surtout sur l'article 37, j'ai eu des exactions le même jour même aussi du vote à l'Assemblée. Et comme je dis, hein, il faut laisser le passer, mais j'ai des témoins, il y a Mélégué qui est là, qui est témoin, il y a Bourema Badini qui est témoin. Et le jour J même du vote, là, j'ai eu des acharnements graves sur ma propre personne, même physique. Bon, mais je laisse passer, moi je tolère, ça s'est passé. Et après ça, je ne pouvais plus tenir parce que j'ai évoqué ça dans ma lettre. J'ai évoqué aussi le fait qu'à l'époque, on n'avait pas respecté la CADEJ. Et il y avait aussi un souci, j'ai évoqué également l'article 168 de la Constitution, où ce ne sont pas les députés qui ont envoyé, qui ont fait la proposition de loi, mais ça émanait du chef de l'État lui-même. Si vous vous rappelez la modification de l'article 37 à l'époque, là, c'était le chef de l'État même. Donc, ce n'est pas les députés qui ont endossé ça. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens voulaient s'en prendre aux députés. Parce que si c'est le chef de l'État qui a envoyé son projet de texte, et d'ailleurs, quand j'étais vice-président de la commission des lois, j'ai attiré l'attention du gouvernement à l'époque qu'il faut que ça soit clair, c'est un projet du chef de l'État et que ça doit être envoyé par un décret présidentiel. Le Conseil des ministres, qui a été convoqué le 21 octobre, je crois, le chef de l'État a juste informé. Sinon, ce n'est pas un projet de gouvernement. C'est différent du projet de texte ordinaire. Donc, c'est vraiment la responsabilité du chef de l'État. Le seul problème qu'il avait, c'est que on dit que le peuple burkinabé proscrit toute idée de pouvoir personnel. Et ce qui, sur le plan juridique, n'était pas évident dans les débats d'idées, quoi. C'est le fait que ça soit lui-même. Alors que la presse avait dit non, ce sont les députés. Bon, peut-être que c'est pour ça que les gens se sont acharnés sur les députés. Alors que non, ce ne sont pas des députés. Et le rôle du député, c'est de voter la loi. Donc, je pense qu'il faut faire des réparations même des députés qui ont subi ça. Le rôle du député, c'est quoi? C'est de voter sa loi, consentir l'impôt et puis contrôler l'action du gouvernement. Si le chef de l'État amène son projet de loi, son projet de texte, vous le regardez, vous êtes libre de le voter ou de ne pas le voter. Pourquoi les gens vont s'acharner contre les députés? Et même les exclure, même après, en 2015, ou bien les ministres. Pourquoi on s'acharne aux ministres? C'est un tort. Ce n'est pas un projet de texte. Mais sans ce vote, c'est clair que le projet, même s'il est transmis par le chef de l'État, il ne peut pas prospérer. Non, c'est-à-dire que... C'est ça quand même la responsabilité. Non. C'est-à-dire que... les élus représentent quand même le peuple, quelque part, à la base, les gens ne sont pas d'accord. Notre constitution ne dit pas que si le chef de l'État amène un projet de texte là, et s'il ne passe pas à l'Assemblée, il est caduc. Non. Notre constitution dit tout simplement que, je crois que c'est l'article 164, quand vous soumettez un projet, quand le chef de l'État soumet un projet de modification de la Constitution, en utilisant les dispositions de l'article 161, il peut, mais l'article 164 dit tout simplement que aucun projet ne peut être envoyé au référendum sans l'avis du Parlement. Et l'avis du Parlement, c'est quoi? C'est pas le vote. Donc, si on gagne les 4/5e, la loi passe. S'il n'y a pas les 4/5e, la loi ne passe pas. Mais ça suppose qu'en ce moment, on peut envoyer au référendum. Donc, le projet, je pense qu'à cette époque, comme je dis, c'est vrai, actuellement, on a exclu, à l'époque, on a exclu des ministres. Jusqu'à présent, on poursuit des ministres. Peut-être qu'on ne poursuit pas les députés, c'est vrai, à ma connaissance. Mais le ministre, ce n'est pas un projet de loi qui l'incombe. Enfin, il n'endosse pas ça. Tout ce qui est révision ne concerne pas le ministre. Ça, je ne suis pas juriste, hein, mais j'ai la chance de côtoyer des juristes et de lire la Constitution. Ça, c'est le chef de l'État, c'est son initiative personnelle. Mais endossé par le gouvernement, parce que le gouvernement est sorti. C'est lui qui dit le contraire, il peut écrire dans la presse demain que ce que je dis est faux. S'il y a des gymnases juristes, n'ont qu'à me contredire. La Constitution, c'est pour les projets de textes ordinaires, les projets de loi qui émanent du gouvernement, là. C'est là-bas qu'il y a la responsabilité. C'est là-bas qu'il y a la responsabilité du gouvernement. C'est pour ça qu'on disait que le président peut envoyer tout projet de loi d'intérêt national au référendum. Mais c'est le projet de loi ordinaire. Ça, c'est l'article 49 de la Constitution. Qui le dit. Maintenant, l'article 68 dit tout simplement les lois ordinaires, là. Et le gouvernement, ça engage la responsabilité du gouvernement. C'est-à-dire que si tu veux interdire les sachets en plastique, ou bien, bon, tu veux
je sais pas, des projets de ratification, etc. Ça, c'est le gouvernement. Mais la révision de la Constitution n'engage pas les ministres. Et donc, actuellement, là, moi, je défends tous les anciens ministres et tous les anciens députés parce qu'honnêtement, on leur a fait du tort par rapport à la révision de l'article 37 et c'est des torts même qu'on doit réparer. Vous fondez la NAFA, bien sûr, pour soutenir le général Djibril Bassolé, voilà, qui était bien sûr le champion de la NAFA, qu'il est toujours d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à cette époque-là, en quittant le CDP, d'aller vers donc ce nouveau parti, avec comme figure le général Djibril Bassolé? Effectivement, son excellence Djibril Bassolé avait occupé de hautes fonctions au niveau international. Et à notre avis, il a la carrure donc, pour se présenter à l'élection présidentielle. Et surtout que son camarade Blaise n'était plus là. Et lorsque nous, au niveau de la NAFA, bon, ceux qui ont participé à la création du parti, lorsque nous avons regardé, nous avons vu que vraiment c'était une personne qui pouvait jouer un rôle important dans une situation post-insurrectionnelle, parce qu'il avait quand même une expérience en matière de médiation au niveau international, et qui est connu. Et il était également ministre des Affaires étrangères. Il a également été ministre de la Sécurité et du Burkina. Et je pense qu'on avait un très bon candidat en 2015. Et bon, mais Dieu n'a pas voulu qu'il se présente et avec les exclusions. Et puis bon, c'est un choix toujours qu'on fait au niveau des choix à l'élection présidentielle. Et bon, malheureusement... En tout cas, vous le dites, 29 novembre 2015, élection au Burkina, Djibril Bassolé donc ne peut pas être candidat. La loi d'exclusion est passée par là, qui frappe donc tous ceux qui ont soutenu la modification de l'article 37. À l'arrivée, vous avez 2 députés pour la NAFA, aux législatives tout de même. 22 novembre 2020, la NAFA se lance encore dans la bataille, mais sort bredouille, c'est tout récent. Est-ce qu'on peut parler d'échec aujourd'hui après ces élections? Bon, on peut dire qu'on a perdu un combat, mais pas une bataille, parce qu'il faut aussi persévérer en politique. Parce qu'un échec, il faut juger, donc voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Au niveau quand même de la représentativité au niveau national, même si Dieu n'a pas voulu qu'on gagne un député actuellement, nous faisons partie quand même de 10 partis premiers aux législatives avec autour de 49 000 voix. Et vous avez dit qu'il y a des partis qui ont moins que ça et qui ont eu 2 députés. Parce que ça dépend du mode de calcul, ça dépend des... Vous passez de plus de 100 000 voix? Oui, comme beaucoup d'autres partis. Il y a des partis qui... C'est pas bon de prendre de mauvais exemples, mais il y a des partis qui avaient des ministres, qui avaient des députés qui sont sortis ici, bredouille. Une élection, c'est une élection. Et vous avez aussi les circonstances dans lesquelles cette élection est organisée. Et on a beaucoup à dire. D'ailleurs, nous avons déposé des plaintes, même au niveau du Conseil constitutionnel et au niveau des tribunaux locaux, au niveau des tribunaux administratifs. Mais bon, je pense que dans le cas de la réconciliation, tout le monde a voulu faire balle à terre pour avancer. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des problèmes au niveau du parti, ou en tout cas des problèmes de stratégie, ou des problèmes qui ont fait que vous êtes passé donc de plus de 100 000 voire 43 000? Même la province de Sangué est considérée quand même comme un chef de la NAFA, vous n'avez pas eu de députés. Ça quand même, il y a un problème. Bon, c'est vrai, on ne peut pas dire que tout était parfait. Dans un parti politique, vous avez vu, presque tous les partis ont eu ces problèmes, sauf des partis qui étaient au pouvoir, la majorité. Mais ce n'est pas évident aussi, parce que vous savez, à la création du parti, nous avons soutenu donc la candidature de Djibril Bassolé. Et actuellement, il a des soucis. Et en Afrique, bien sûr, le candidat compte beaucoup. Et beaucoup étaient venus probablement aussi pour soutenir sa candidature. Et comme il ne se présentait pas en 2020, peut-être aussi que ça jouait aussi un rôle au niveau de la réduction. Bon. Et au niveau du Sangué, il y a eu de nouvelles forces qui sont venues. Et effectivement, nous tous, nous pensions qu'on allait avoir un siège au Sangué, en toute honnêteté. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. C'est avec la scission donc, au niveau de l'IPC, il y a eu une réduction des forces. Bon, il y a eu la création de nouveaux partis. L'UNI aussi, étant dans l'exécutif, je suppose, a pu profiter de ça. Enfin, en tout cas, renforcer ses forces. Vous n'avez pas manqué de moyens?
Non, pas forcément. Bon, parce qu'il n'y a pas que les moyens. En politique, c'est tout un ensemble. Voilà. Les moyens comptent, c'est vrai, mais il n'y a pas que les moyens. Je suis d'accord que peut-être il y a eu des soucis au niveau management et autres. Bon, il faut avoir l'humilité d'accepter s'il y a des soucis et travailler en tout cas à aller de l'avant au niveau politique. En tout cas, le problème de management, vous le dites, hein, au niveau du parti, ça se ressent. On se souvient de la démission, bien sûr, de l'ancien président Rasmane Ouedraogo. Il y en a eu d'autres plus récemment, il y a juste quelques jours de cela, démission d'un autre poids lourd du parti, M. Bassier Zilma, ancien député, qui dénonce également des dysfonctionnements. Bon, j'ai vu le titre de son interview dans le journal Le Pays. Et j'ai déploré qu'il démissionne comme ça, sans se faire entendre en interne au niveau du parti, parce qu'il est quand même membre fondateur au niveau du parti. Et il a été député donc, du parti sur la liste nationale. Numéro 3 Non, quand il passait député en 2015, okay, c'est lui qui a conduit la liste nationale. Mais comment est-ce qu'il a conduit la liste? C'est suite à l'exclusion. Sinon, il ne faisait pas partie de nos listes. Il était dans son coin. On a exclu le président du parti, et Rasmane Ouedraogo, l'ex-président du parti, on l'a exclu suite à la loi du 7 avril 2015. Et nous avons organisé des réunions de concertation pour dire, bon, M. Bassier est là, bon, c'est un secrétaire général du parti, est-ce qu'il ne faut pas le positionner pour remplacer Rasmane Ouedraogo parce qu'il n'était pas sur les listes? C'est ainsi qu'on l'a coopté, on a négocié pour qu'il soit député au niveau... Qui conduise la liste nationale. La liste nationale. Donc, il ne faisait même pas partie. Donc, c'est... En tout cas, sa position... Donc, c'est la volonté du parti. Comme troisième aux dernières élections, lui pose problème. Il estime qu'il n'a voilà quelqu'un qui fait des déclarations et des dysfonctionnements, etc. Il est membre du Conseil national. Plusieurs fois, on l'a convoqué à des réunions, il n'est jamais venu. Même l'alternance au niveau... de l'hémicycle, il n'a pas laissé à son collègue Anissé Bazier, par exemple, la présidente du groupe. Il a occupé la présidente du groupe au niveau de l'Assemblée, PGRN. Il a occupé un poste au niveau de l'UOMOA, alors qu'on avait 2 députés. Il a phagocyté tout ce qui était pouvoir au niveau de l'Assemblée. Et aujourd'hui, il vient, c'est aujourd'hui à la fin là, de son mandat, qu'il vient dire qu'il y a eu des dysfonctionnements depuis le dernier congrès. Le dernier congrès a eu lieu quand? Le dernier congrès a eu lieu depuis janvier 2018. C'est aujourd'hui parce qu'il n'a plus son mandat et qu'il démissionne. Selon vous, c'est sa frustration qui s'exprime? Non, moi je pense que c'est déplorable. Moi je pense qu'il faut de l'éthique. Est-ce qu'il parle au niveau idéologique, au niveau de la structuration, au niveau de l'administration? J'ai dit, moi je pense qu'il faut un peu d'éthique en politique. Parce que tu peux quitter parce que tu n'es plus député, mais il faut laisser ceux qui sont là tranquilles. Voilà. Si tu ne peux pas construire, aider à construire, ce n'est pas la peine de chercher à détruire le peu qui reste là. Moi, je déplore ça vraiment. Le peu qu'une personne de son âge et qui a joui, je peux dire, depuis la création du parti là, il n'y a pas quelqu'un qui a eu des avantages de la NAFA comme lui. Ça n'existe pas. Parce que nous, on a eu quel avantage? Je veux dire, le seul avantage, c'était d'être député. Lui, il a eu ça. Et lui, il était député national. L'autre député de Sanguier, moi, j'ai suivi comment il a souffert à Nice. Il faisait des va-et-vient. Parce qu'un député, qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà. Mais si tu es député sur la liste nationale, tu dois à tous et tu ne dois à personne. Parce que, bon, ça il disait que lui, il est député national, mais c'est grâce à Dieu. Mais c'est grâce à Dieu, mais Dieu est passé par des gens pour que tu sois député. En tout cas, il n'était pas à la NAFA là. Et pourquoi il n'était pas député? Ça ne dépend pas certainement affaiblir davantage le parti. À tel enseigne que la question qui se pose aujourd'hui, même en termes de stratégie, est-ce que vous n'êtes pas resté un peu trop focus sur le sort du général Bassolé? Non. Plutôt que d'avoir une véritable offre politique voilà, qui puisse séduire l'électorat. Oui. On a l'impression que la NAFA, à chaque sortie, n'est parlé que du général Bassolé. Bon, vous savez, quand vous avez un camarade qui a des difficultés, vous êtes obligé de parler de lui. Ça, c'est normal, c'est humain. Mais la NAFA a sa charte, la NAFA a sa vision. Voilà. Maintenant, revenant à la question de démission, personne ne peut se réjouir d'une démission d'un militant, même si c'est un militant de base. Maintenant, au niveau de la vision du parti, nous avons notre vision. Et moi, je suis persuadé que dans les années à venir, d'ici 2025, là, les gens comprendront que la NAFA, c'est un parti organisé, c'est un parti d'intellectuels
qui ont une vision pour le développement, notamment la social-démocratie, avec un penchant vers la social-démocratie concurrentielle, pour que les services du privé soient aussi compétitifs que les services de l'État. Est-ce que le parti peut exister aujourd'hui sans Djibril Bassolé? Un parti politique, c'est un parti politique. Parce que c'est tout un ensemble. Un parti politique doit pouvoir vivre, et survivre et laisser aussi la relève. Et mon père disait que celui qui ne veut pas avoir d'héritier, c'est la pauvreté qui va le tuer. Donc, tout dirigeant, toute personne qui dirige un parti, quelle que soit sa responsabilité, doit avoir l'humilité d'avoir des héritiers. Autrement dit, on a vu des partis aussi qui n'ont pas préparé la relève. Et après, c'était un seul piédestal. Et après, comment ces partis-là sont devenus... Donc, je pense que... aujourd'hui, est-ce que vous avez ces nouvelles? Oui, j'ai ces nouvelles. En tout cas, sa santé s'améliore. Et il prend toujours des soins. Et voilà, donc il est toujours en liberté conditionnelle par rapport à sa santé. Et bon, il suit des soins. Et je suis persuadé que bon, les autorités judiciaires aussi suivent ça. Et quand il va recouvrir la santé, certainement qu'il reviendra. Et nous souhaitons qu'il revienne en paix pour apporter sa contribution au développement du Burkina. Voilà. La NAFA aujourd'hui est aux côtés donc de la majorité. Est-ce qu'officiellement c'est acté? Oui, effectivement, nous avions fait un écrit pour féliciter le chef de l'État, son Excellence Lokman Christian Kaboré, pour la création du ministère en charge de la réconciliation et de la cohésion. Nous avons également félicité Zéphirin Diabré pour cette responsabilité qui est noble, qui est importante pour le Burkina. Et donc à l'issue de ça, nous avons organisé une réunion du secrétaire exécutif et qui a approuvé à l'unanimité le fait que nous partions vers la majorité et nous ne faisons plus partie de l'opposition au Burkina. Et pourquoi? Parce que les thèmes de la disposition de la loi 046 votée depuis 1993 et modifiée également en 2000, voté depuis 2009, pardon, modifié récemment en 2013, dit tout simplement à son article 2 que l'opposition est considérée comme tu fais partie de l'opposition lorsque tu t'opposes à l'action gouvernementale, au parti qui dirige, au groupement de partis. Et nous, actuellement, nous voyons mal pour nous opposer à l'action gouvernementale, notamment lorsqu'il y a la création d'un ministère en charge de la réconciliation. Bon, c'est la loi qui dit. L'article 4 également dit que tout parti doit déclarer son appartenance à la majorité ou à l'opposition. Donc c'est clair qu'en fonction de la reconfiguration de la classe politique actuellement, tous les partis vont discuter de ça avec les États généraux et puis prendre des décisions. Est-ce qu'il faut rester dans la majorité? Est-ce qu'il faut rester dans l'opposition? Ou... Mais quel est le compromis que vous avez eu avec la majorité? Vous avez eu un tête-à-tête avec le président? Oui, le président du Faso, il est le président de tous les Burkinabés. Et l'article 36 lui donne beaucoup de prérogatives. Et vous avez reçu en tant que secrétaire exécutif de la NAFA. J'ai dit que le chef de l'État est le président de tous les Burkinabés. Les gens ont beaucoup discuté de l'article 37 au Burkina, mais ils n'ont pas regardé un article à côté qui est l'article 36, qui donne beaucoup de prérogatives au chef de l'État. Il est garant de l'unité nationale, il est garant de l'assurance de la paix, il est garant de l'intégrité du territoire, il est garant des traités et autres. Donc, il est au-dessus des partis politiques. Ça, au moins, c'est clair. Est-ce que vous ne l'avez pas reçu peut-être? Parce que je suppose qu'il y a eu quand même un compromis. Non. Mais la NAFA n'est pas allée avec armes et bagages à la majorité. Chaque parti a sa vision. Et quand on dit compromis, déjà, c'est déjà péjoratif. Donc, moi, je pense que chacun est libre. Il y a un accord quand même Non, la loi ne dit pas qu'il faut un accord, justement. Il n'y a pas... c'est comme tu peux être du CEFOP, tu peux être de l'opposition sans faire partie du CEFOP. Ça, c'est d'autres négociations. Tu peux être la majorité sans faire partie de la PNP. Vous espérez avoir des postes? Non, on n'est pas allé à la majorité exclusivement pour chercher des postes. Ça sera mal vu comme ça. Voilà. Mais le poste, comme je l'ai dit, c'est une prérogative du gouvernement. Et la loi
justement, ce qui régit le statut de l'opposition, l'article 4 ancien là, de 2009 là, disait que lorsque vous êtes de l'opposition, vous ne pouvez pas occuper de hautes fonctions. Mais on a modifié ça en 2013 pour enlever l'alinéa qui interdisait qu'un opposant occupe de hautes fonctions. Ça veut dire que même actuellement là, que vous soyez de la majorité de l'opposition là, le chef de l'État ou le Premier ministre ou les ministres peuvent faire appel à n'importe quel Burkinabé pour occuper de hautes fonctions. Je l'ai dit une fois dans ça, on appelle le professeur Diko aujourd'hui pour un poste. C'est pas expliqué que vous partiez. Même avant, j'ai dit tout dépend de vos compétences ou bien du rôle que vous allez jouer. Je vous ai dit, la Constitution, enfin la loi dit que même si tu es opposant, en fonction de tes compétences, en fonction des accords bien sûr avec ceux qui gouvernent, parce que si tu t'inscris dans l'action gouvernementale, il faut aussi t'inscrire dans l'air logique. En ce moment, si la fonction concorde avec tes compétences, le gouvernement ou le chef de l'État peut vous faire appel. Oui, et je vous dis que avant, c'était interdit par la loi d'occuper de hautes fonctions. En 2009, c'était comme ça. En 2013, on a modifié ça pour enlever cet alinéa-là. Donc ça veut dire que... Mais à ce rythme, professeur, est-ce qu'on ne risque pas finalement d'avoir une démocratie sans opposition? Parce qu'aujourd'hui, on a carrément une ruée vers la majorité. Non. Est-ce que ça, c'est pas quand même inquiétant? Non, c'est pas inquiétant parce que tout peuple a son expérience. Si vous regardez actuellement la classe politique, actuellement au niveau de Burkina, je pense qu'il n'y a pas trop d'inimitié entre les gens. Et les gens comprennent actuellement que le pays là, ça ne va pas. On est en insécurité, on n'a pas l'intégrité de notre territoire, il y a des conflits communautaires. Bon, moi je pense que on doit faire balle la terre et puis s'asseoir ensemble, construire notre pays. La Chine, c'est un parti unique, mais ça ne les empêche pas de travailler et d'avoir... Donc il n'y a aucun risque. Et d'avoir aussi des débats en interne, des contradictions en interne. Ça, ça ne gêne pas. Mais l'essentiel actuellement, là, moi je dis, le Burkina, là, nous sommes un seul pays. Ce qui est important, là, c'est la République. Que demain, on me dise que même le CDP a rejoint la majorité, ce n'est pas un problème. Si ça peut contribuer à construire le pays, si ça peut contribuer actuellement à avoir l'unité nationale, dont le chef de l'État a la prérogative fondamentale, bon, tant mieux. Et ça va peut-être amener les gens même à bosser, à travailler au lieu de critiquer seulement. On a vu que souvent en Afrique, le comble, c'est que dès que vous critiquez, bon, on a l'impression qu'on vous isole, c'est l'ostracisme, et même en interne au niveau du parti, il n'y a que quelques têtes brûlées. Quand on prenait les partis qui dirigent, il n'y a que quelques têtes brûlées, quand on a têtes brûlées, qui arrivent à dire en public leurs opinions. Zéphirine Diabré, ministre d'État chargé de la réconciliation. Professeur Diko, pour vous, est-ce qu'il a le profil de l'emploi? Oui, je l'ai dit dans plusieurs médias que c'est une personne qu'on a mise à la place qu'il faut. Et c'était un bon choix, en tout cas du président de la République, son excellent Rochma Christian Kaboré, parce qu'il a une expérience et tout le monde sait que c'est lui qui a consolidé l'opposition au Burkina depuis 2010. Et il a œuvré quand même pour qu'il y ait une contradiction au niveau de la gestion de l'État pour l'intérêt supérieur de la nation. Il connaît bien la société civile, il a dirigé également le CEPOP en tant que chef de file. Et même si tous les partis de l'opposition ne font pas partie du cadre de concertation des chefs de file de l'opposition, moi je pense que cette expérience pourra lui servir. Et il a occupé d'autres fonctions aussi étant très jeune. Je me rappelle quand il était ministre, je crois, du Commerce. Et il a été également député. Donc je pense qu'au niveau international également, c'est quand même un universitaire qui a bossé à Harvard. Il a beaucoup d'expérience. Voilà, qui a une expérience, qui a une autorité internationale. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a pas encore trouvé la formule même de cette réconciliation. Zéphirine Diabré a commencé bien sûr les consultations, à rencontrer les différentes autorités, les différents leaders d'opinion. Alors, est-ce que vous fondez des espoirs particuliers sur le cas du général Bassolé? Non, mais le général Bassolé va s'inscrire dans le cadre global de tous les Burkinabés, notamment ceux qui sont à l'extérieur comme ceux qui sont à l'intérieur. Bon, ce n'est pas un cas spécifique dans le cas de la réconciliation. Et nous, on pourra se réjouir si on trouve une issue intéressante pour tous les Burkinabés
et qui peuvent apporter leur contribution dans le cadre de la réconciliation. Parce que, comme je dis, la justice là dépend de ce que le peuple a décidé. Que ce soit une justice transitionnelle ou une justice classique, tout dépendra de ce que le peuple va décider. Je me dis qu'à l'issue des concertations dans le cadre de la réconciliation, les Burkinabés vont réfléchir ensemble pour voir quelle est la meilleure formule pour nous, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que les sanctions, il y en a eu déjà. Il y en a qui ont été emprisonnés, il y en a qui ont fui, qui ont quitté le Burkina. Pour une raison, pour une autre, il y en a qui ne savent même pas, ils ont peur de revenir parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Parce qu'on a vu également des ministres qui sont rentrés, mais après on les a connus directement à la Mako. Et comme je disais, moi, je ne suis pas l'avocat des anciens ministres, mais la révision de l'article 37, là, en toute honnêteté, ça n'engage pas les ministres, ça n'engage pas les députés. Ça, c'est un tort que les gens ont fait aux ministres et aux députés. S'il y a quelqu'un à qui on peut se plaindre de la révision de l'article 37, là, c'est le chef de l'État. Et là aussi, le droit, il avait l'autorisation de le faire, parce que les dispositions de l'article 161 de la Constitution disent que la révision peut émaner du chef de l'État, peut émaner des députés, alors que nous on avait 50%, mais ce n'est pas nous qui avons initié, ou le peuple, lorsque 30 000 personnes en âge de pouvoir voter signent une pétition. Voilà les trois modalités de révision de la Constitution. Mais nous, on était à l'Assemblée, on avait la majorité simple, mais pourquoi on n'a pas fait cette proposition? En tout cas, on n'a pas fini de vider ce débat. Actualité, professeur Diko, on va parler rapidement de l'insécurité, avec une évolution au Burkina Faso qui semble en tout cas positive, quand on regarde déjà, mais rien que sur le nombre d'attaques et puis le nombre de pertes. Aujourd'hui, on a l'impression que l'évolution est positive et de plus en plus, beaucoup estiment qu'il faut également miser davantage sur la voie de la concertation et de la négociation. Oui, je pense. Je pense que le terrorisme a beaucoup handicapé le développement du Burkina, notamment la région du Sahel d'où je viens et la région de l'Est. Au niveau du développement économique, ça ne va pas. Il n'y a plus de tourisme. Le marché de Djibo de bétail était l'un des meilleurs, enfin des plus grands marchés, même au niveau de la CEDEAO, avec des chiffres d'affaires assez importants. Et tout est mort. Et même... Donc, il faut négocier pour vous. Moi quelle que soit la formule, en tout cas, il faut une concertation. Dans tous les cas, il y a un adage de chez nous là. Ce que tu n'arrives pas à gérer là, il faut accepter de trouver une autre formule. Voilà. Parce que, comme on dit aussi, ce que tu ne moins pas, il faut accepter que ça te moine. C'est aussi une humilité. Et je ne dis pas que le terrorisme nous moine et qu'on ne peut pas vaincre ça. On pourra vaincre ça, mais pendant combien d'années? Donc il faut trouver d'autres formules, notamment en impliquant toutes les personnes ressources qui pourraient apporter leurs contributions. Il faut aussi communiquer, voir les racines aussi c'est quoi. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des zones au niveau de l'Est et du Sahel où l'administration n'existait pas. Les populations étaient laissées à elles-mêmes. Et les gens n'imaginaient pas, surtout à Ouaga, peut-être qu'au Sahel, là, nous sommes plus d'1 200 000 habitants. Prenez le Soum, par exemple, est très peuplé. Mais en termes d'infrastructure de développement, prenez le Dalan, c'est développé, mais il n'y a pas d'infrastructure. Les gens sont laissés, il n'y a pas de présence de Yaga, c'est pareil. Dori, c'est pareil. Vous allez voir des villages, vous imaginez qu'il y a des villages à Dori, dans la commune de Dori, où il n'y a pas d'école, il n'y a pas de CSPS. Je prends l'air Ibaï, par exemple, il n'y a pas d'école. Voilà. Donc ça, pour vous, il faut s'attaquer à ces questions de base, ces questions de base. Et puis c'est plus difficile de poser une mine sur un bitume qu'une voie rouge en latérite. Moi je me dis que l'axe par exemple Dori-Gorom, Dori-Asakan, Falaguntu, Dori-Seba, Seba-Mansina, le développement là commence par le désenclavement. Le développement commence par l'éducation. Le développement commence par l'accès à l'eau potable. Vous avez des zones, par exemple à l'Est, où il n'y a pas que là-bas, c'est vrai, des zones à l'Est et au Sahel, la situation est plus dure que dans le reste du pays, où les gens n'ont même pas l'eau à boire. Ils n'ont pas fait l'école. Donc c'est facile de les embrigader. Ceux qui viennent les embrigader là, pour les mettre dans ces sauges-là, c'est là-bas qu'il faut trouver quels sont les arguments qu'ils utilisent pour embrigader ces gens-là. Voilà, c'est dommage. Donc moi je pense que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il faut vraiment trouver des stratégies et voir comment d'autres pays ont fait
pour atténuer ça, tel que la Mauritanie, l'Algérie, comment ces pays l'ont fait. Moi, je pense qu'il ne faut exclure aucune piste. Mais la priorité, là, d'abord, là, c'est qu'il faut vraiment donner des infrastructures dans la région, du Sahel, et que les promesses, là, soient aussi tenues et qu'il y a des choses qu'on peut faire. Voilà, il y a des choses... Professeur, je tiens à l'eau, par exemple, je tiens aux infrastructures en termes de bâtiments. Par exemple, Dori Assakam, c'est pas possible. Assakam même verse combien par an au budget de l'État? C'est pas moins de 60 milliards. Alors, professeur, comme je le disais, sommet du G5 Sahel en vue, ce mois de février en N'Djamena au Tchad, les grandes manœuvres ont déjà commencé. Visiblement, donc, on s'oriente vers la réduction de l'engagement français. 5000 soldats militaires français aujourd'hui dans le Sahel, un peu plus de 5000, avec la possibilité donc d'une réduction. On a vu que le président Macron a déjà échangé avec un certain nombre de présidents. Est-ce que c'est un retrait, une perspective qui vous inquiète? Oui, ça peut nous inquiéter parce qu'il faut reconnaître que les Occidentaux, particulièrement les Français, en tout cas moi j'ai l'impression qu'ils détiennent beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances de notre territoire. Voilà, ils ont beaucoup sur le plan opérationnel et je ne suis même pas sûr qu'il n'y ait pas plus d'informations et plus de compétences que nos forces de défense et de sécurité locales. Parce que les services de renseignement sont très importants. Et moi, je pense qu'en partant, il faut qu'ils acceptent aussi de restituer le maximum de connaissances et puis des infrastructures également de combat à nos forces de défense. Ce n'est pas que nos forces de défense... Ils ne partent pas totalement, ils vont réduire. Oui, mais si réduire, ça veut dire qu'il y a des conséquences en matière de supervision, en matière d'action. Parce que... Mais est-ce que l'engagement ne pose pas problème? Parce qu'aujourd'hui, l'opinion française, de plus en plus, n'est pas favorable à cet engagement, surtout après la perte des soldats français. Ils en ont perdu déjà 55 à ce jour. Au niveau du Sahel également, l'engagement français n'est pas toujours bien apprécié par les populations. Mais on a l'impression que finalement, personne n'est véritablement satisfait. Oui, ça c'est vrai. Mais moi, je pense qu'il nous appartient, nous aussi, de prendre nos responsabilités en matière de sécurité. Parce que la souveraineté aussi, la souveraineté d'un pays commence quand même par l'assurance de sa propre sécurité. Et moi, je pense que dans le cadre du G5, il faut beaucoup d'intelligence en matière de travail, en matière de renseignement, et pour qu'on puisse nous-mêmes prendre nos responsabilités. Parce que je comprends mal que les terroristes viennent enlever des véhicules au Burkina, par exemple, ils prennent la direction du Niger, ils prennent la direction du Mali, ils tuent des gens et on ne sait pas où ils sont. Récemment, avec l'attentat sur le véhicule du député Ousmane Alpha, et son chauffeur même y est resté, paix à son âme, c'est une voiture V8 de couleur blanche qui doit quand même être visible dans le désert. Et jusqu'à présent, on n'a pas de nouvelles. Ça, moi, je pense qu'il y a peut-être un problème de collaboration au niveau des services de pays de renseignement. Mais moi, je ne suis pas spécialiste en matière de défense, je suis biochimiste de formation. Mais je me dis que dans le cadre également des renseignements généraux, là, les populations doivent jouer leur rôle. Et puis, au niveau local aussi, je voulais dire qu'au niveau des volontaires de défense, là, ils doivent faire en sorte que il y a une synergie d'action avec les populations locales. Parce qu'il y en a qui se sentent aussi, en tout cas, victimes des volontaires. Parce que, bon... Lutte contre le Covid-19 rapidement pour finir. Le Burkina Faso, plus de 10 000 cas enregistrés à ce jour, plus de 120 décès. Alors, la situation semble quand même assez inquiétante. Dans le monde également, on voit aujourd'hui la deuxième vague avec des nouvelles variantes, la maladie qui, en tout cas, trouve le sommeil avec des capacités de contagion beaucoup plus grandes. Alors l'espoir, c'est le vaccin. Malheureusement, les pays riches semblent avoir fait main basse aujourd'hui sur la production des différents laboratoires. Alors ça vous explique quoi comme réflexion? Parce qu'on a l'impression qu'on est face au même problème, mais finalement, on n'a pas les mêmes moyens. Oui, effectivement, bon, j'avais écrit un article... J'avais écrit un article dans les journaux et dans le Façonnet sur le coronavirus ou le virus à couronne. Normalement, c'est un virus qu'on doit pouvoir combattre. Parce que bon, c'est un virus à ARN. Et comme tout virus, il est dépendant. C'est-à-dire que le virus n'est pas
stricto sensu un organisme parce qu'il n'est pas en mesure lui seul de se reproduire. Il faut trouver un autre. Et avec les mesures barrières, avec la sensibilisation, moi je pense qu'on pourra jouer un grand rôle pour empêcher la propagation.